c'est le moment peut-être un petit peu de vous faire entendre. Voilà, si vous avez n'hésitez pas à être vocaux, il n'y a pas de questions, je pense qu'il n'y a pas de questions stupides, il y a des réponses intéressantes. Voilà, je leur fais confiance sur le fait de trouver une manière de répondre de manière originale sur ceux. Ils sont à vous, alors soyez gentils quand même, parce qu'ils ne vont pas encore manger. Si, bien sûr. Soyez gentils parce qu'on sort de table. Donc c'est bon, voilà. Donc on est un peu sur la phase de digestion. Voilà. On est très ramollo, comme d'habitude. Donc bonjour, vous allez bien? Oui. On n'a pas entendu, vous allez bien? Oui. Est-ce que vous nous connaissez un peu ou vous êtes là par hasard? Vous êtes perdu peut-être? Non, vous n'êtes pas perdu? Non. Ok, on fait un tour de table? Ouais. Vas-y. Alors moi je m'appelle Guillaume, connu sous le pseudonyme de CusDX, et je fais principalement des vidéos sur YouTube, entre autres, consacrées aux fantômes, au paranormal, aux histoires comme ça. Je me rends dans des lieux possiblement hantés pour essayer de voir si effectivement il y a un moyen de vivre des choses étranges, des choses surprenantes, et de les filmer et de les montrer. Voilà en gros ce que je fais aujourd'hui. Et j'ai aussi une chaîne Twitch sur lequel je fais des jeux d'horreur principalement, en live, une fois par semaine. Voilà, en gros, mon activité. Ok, ben moi je suis Caral. Bonjour Caral. Je ne suis pas d'alcoolique anonyme, non, je suis youtubeuse, c'est un peu pareil, hein, c'est un peu le même métier. Est-ce que c'est un métier alcoolique? Non, hein, ça en fait plus par plaisir. YouTube aussi, c'est plus par plaisir. Donc moi je suis gameuse dans l'âme au début. Je fais un peu de fiction aussi, beaucoup, après et au début. Et puis j'ai un humour un peu, je pense que vous venez de le voir, hasardeux. C'est une belle description, je trouve. Tu trouves que c'est correct? Je trouve que ça te correspond totalement. Bah, on a déjà fait quelques salons ensemble et ouais. Mais moi j'apprécie cet humour aléatoire. Moi de mon côté, je m'appelle Julien, plus connu sous le nom de New Stuff. Ça fait 11 ans que je fais des vidéos sur YouTube. J'ai commencé principalement avec des vidéos sur le jeu vidéo Pokémon. On a peut-être dû passer sur des vidéos Pokémon Go en 2016, quand il y a eu l'effervescence de Pokémon Go. Et puis, plus récemment, j'ai lancé ma chaîne Twitch. Je suis aussi chroniqueur à la télé sur Game One. Et c'est déjà pas mal. Et je suis aujourd'hui ici pour vous rencontrer à la PopCon. Voilà. Ah voilà, c'est parfait. Du coup... j'ai coup passé une bonne journée. Voilà, c'est ça, merci beaucoup. J'imagine qu'on va faire une petite séance de questions. Peut-être ça ne vous intéresse pas, nos vies, peut-être. Peut-être que si. Peut-être que si. Non, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. Et comme ça, on y répondra. Vous pouvez poser des questions qui... Ouais, en fait, est-ce qu'il y a des gens qui connaissent par exemple Julien, qui connaissent son travail? Ah ouais, qui... C'est pas pour savoir qui a le plus popularité. Est-ce que tu veux essentiellement non, pour savoir à qui on s'adresse en fait. Qui connaît Caral? Voilà, à main levée. Moi je pars. Qui connaît Gus? Ok. Et attention, j'ai peur parce que je me suis mis en dernier. Qui me connaît? Ok, non, ça va. Ça va, on est équivalents. Ok. Et qui nous connaît tous les trois? Oh. Vous êtes nos préférés. Et qui ne connaît personne? Ok. Non, mais c'est intéressant. C'est intéressant de savoir. Très bien. Donc effectivement, on va faire des questions-réponses. Je pense que c'est le plus simple. Donc, moi, je veux bien aller passer un micro. Soit ils viennent, ils s'approchent et on leur donne le micro, soit on passe. Tu penses que tu pourras aller au milieu des... Voilà. En fait, il va passer avec un micro, vous posez vos questions, on y répond. Voilà. Merci. Faites un beau sourire si vous voulez. Donc levez la main, vous êtes obligé d'avoir une question, sinon on s'en va et on termine la conférence maintenant. Donc, c'est bon, il y a une première question, parfait. Alors, ça serait une question pour toi, Gus. Bonjour. Bonjour. Je voudrais savoir, est-ce que quand tu es vidéaste, sur le paranormal et tout ça, si j'ai bien compris, est-ce que tu reçois des scénarios ou est-ce que tu fais tes propres scénarios? Alors, je fais pas de scénario, parce qu'en fait, moi, ce que je cherche à vivre, c'est quelque chose qui n'est pas prévu. Donc, en fait, ce que je cherche juste, c'est des endroits. Alors, ça peut être des maisons habitées par des gens qui pensent que c'est hanté chez eux, ça peut être un château qui est réputé hanté, ça peut être un lieu abandonné, qui a un passé, qui a plus de vie, en fait, et dans lequel je vais me rendre.
Et donc il n'y a pas de scénario. L'idée, c'est au contraire d'aller là-bas et de voir ce que le lieu va me faire vivre. Donc je filme tout ça pendant, alors ça peut être plusieurs jours, plusieurs nuits, ça peut être juste 8 heures d'affilée. Et je reviens avec plusieurs caméras, et je reviens avec tout ce matériel vidéo et audio à la maison. Et c'est à partir de là, en dérochant tout ça, en analysant tout ce que j'ai enregistré, que j'essaie de voir comment, déjà voir si s'est passé des choses un peu étranges, et voir comment je peux en faire une vidéo qui puisse être regardable. Donc il y a tout un travail de montage. Mais il n'y a pas de scénario. Ok, c'est dans le documentaire alors ou... C'est proche du documentaire. En fait, mes sources d'inspiration au départ, c'était l'émission J'irai dormir chez vous, de Antoine de Maximi, où il part dans des pays étrangers tout seul, avec une caméra qui filme et une caméra qui va dans la main. En fait, j'ai reproduit ça dans le paranormal, ça se faisait pas du tout il y a 10 ans, et j'ai eu cette idée. Et bon, maintenant, ça s'est beaucoup démocratisé. Démocratisé, beaucoup de gens le font. Beaucoup, il y a plusieurs vidéastes qui ont repris ce concept-là. Et pourquoi je te parle de ça? J'ai oublié le fil du truc. Mais c'est pas grave. Voilà. Documentaire, oui, en grande partie, mais immersif. C'est très, on me suit. Je m'adresse beaucoup aux gens à travers les caméras qui me filment. Donc c'est un documentaire où parfois, si le lieu s'y prête, ça peut être très documenté, très documentaire. Si c'est un peu plus exploration, ça peut être un peu plus exploration. Enfin, voilà. D'accord. Et je voudrais savoir pour les lieux où fréquenter, vous avez eu de l'aide de qui pour trouver ces lieux? En fait, c'est varié. Il y a des gens qui m'envoient des mails en me disant chez moi c'est hanté, ou je connais tel château, en faisant des recherches aussi sur des lieux emblématiques. On a beaucoup de lieux emblématiques en France. Est-ce que vous connaissez l'IAI, l'Institut militaire psychique et international, qui se trouve à Paris? Alors, de nom, je ne me suis pas beaucoup intéressé à leurs travaux. Je ne sais pas s'ils travaillent énormément aujourd'hui. Je sais qu'ils ont eu un passif beaucoup plus intéressant. Je crois que c'est chez eux qu'il y a ces mains en plâtre. Je ne sais pas. Mais je ne sais pas si c'est l'EMI, parce que l'EMI, je crois que ce n'est pas les expériences de mort imminente. Non, l'IAI, pardon, excusez-moi. Ah, IAI, voilà, c'est ça. Et EMI, oui, c'est... Voilà. Alors, je ne les connais pas plus que ça. Mais je sais qu'ils existent, j'ai lu quelques travaux qu'ils ont fait, je me suis intéressé, mais je ne connais pas plus que ça. D'accord. Voilà. Ah, merci. Merci. Oui. Alors, ok. J'ai une nouvelle question encore pour toi, Gus. Étant donné que... Oui. Sinon, tu as oui, vas-y. Je voulais juste savoir, étant donné que tu as visité pas mal d'endroits supposés hantés, je voulais juste savoir s'il y avait un endroit où tu t'étais senti particulièrement mal à l'aise. Alors, il y en a plusieurs, mais forcément parce que c'est le plus frais, le plus récent, et que c'est un souvenir qui est encore présent. C'est le dernier lieu où je me suis rendu. C'est une petite maison abandonnée, qui paye pas de mine, mais qui m'a vraiment surpris totalement parce que j'y ai vécu. J'ai rien vécu, j'ai vécu beaucoup d'événements qui sont tous explicables, mais ce qui est étonnant, c'est d'avoir vécu tous ces événements dans un laps de temps assez court, et dans cet endroit-là précisément. J'ai eu des choses comme une porte qui a claqué, mais il y avait des courants d'air, il y avait du vent ce jour-là, c'est explicable. Mais cette porte a claqué dans une pièce, une porte d'une certaine pièce, et c'est dans cette pièce que la plupart de mes caméras sont arrêtées, mon matériel a bugué, j'ai eu énormément de trucs comme ça, et à un moment j'ai complètement perdu pied parce que ça devenait fou, c'était trop. J'ai un appareil photo qui a pu marcher, enfin voilà, il se passe beaucoup de choses qui sont, comme je le disais, explicables, mais ça m'a un peu dérouté. Donc là pour moi, ma dernière expérience dans est la plus étonnante, mais j'en parle parce qu'elle est fraîche, et qu'elle me questionne encore. Voilà, sinon il y en a eu d'autres. Alors une question pour Nutita, s'il vous plaît. Avant tout part. Et pour tout le monde, oui. Ah, si vous avez une question collégiale, oui, ce serait pas mal. Alors j'ai une question pour vous, Cara Lémios, du coup. Et en fait, je te vois pas. Je suis là. Ah, mais oui, je t'ai cherché. Ah, mais en plus je suis visible. Mais du coup, j'ai deux questions pour vous deux. Pourquoi vous avez commencé YouTube et est-ce que vous avez eu une source d'inspiration qui a fait que je veux devenir youtubeur, youtubeuse? Bah, ça peut être pour tous les trois, si tu veux bien. Alors moi rapidement, c'est un peu par hasard, j'arrive plutôt de la musique, du son, de la radio. J'ai créé une web radio sur les jeux vidéo je ne sais même plus les dates, il y a 15-20 ans, et qui a pas trop mal marché, et puis après on a fait une web TV. Donc c'était un peu les débuts de YouTube, de Twitch et tout ça, donc je me suis lancé progressivement là-dessus, un peu
un peu comme ça, sans ambition particulière. Et de fil en aiguille, en commençant par le gaming, ça a pris forme et c'est devenu, entre guillemets, mon métier. Voilà. Alors, un peu pareil que toi, j'étais pas dans l'objectif de devenir youtubeuse parce qu'en plus, à l'époque où j'ai commencé en 2015, c'était pas le métier populaire à la mode. J'ai fait une année sabbatique, je devais reprendre un master de neuropsychologie. J'ai pris une année pour moi et c'est la période où j'ai commencé à faire des petites vidéos comme ça pour m'occuper. Et puis ça a commencé à bien marcher et là je me suis dit, tu veux faire quoi meuf? Faire la neuropsychologie ou t'éclater sur YouTube? J'ai ma licence, important, finissez vos études, il y a toujours quelque chose. Et si un jour ça marche pas, je pourrais toujours rebondir avec la licence que j'ai. Voilà, tout simplement. C'est un pur hasard en fait, mais un heureux hasard. Donc la question c'est qu'est-ce qui nous a motivé à commencer? Donc comment est-ce qu'on a commencé? Les deux. Et tu demandais les inspirations aussi, je crois, c'est ça? Ah oui. Ah, les inspirations, ouais. Donc moi ce qui m'a motivé à commencer, en fait j'ai plutôt commencé par mes inspirations parce que c'est plutôt les inspirations qui m'ont motivé à commencer. Dans le sens où moi, à l'époque, quand j'avais 16 ans, je consommais beaucoup de contenu sur YouTube, et notamment beaucoup de contenu Minecraft. Je regardais beaucoup Bob Lennon, Fanta, Biloulette et Larcis, qui étaient les youtubeurs Minecraft de l'époque, que tu as dû pas mal côtoyer. J'espérais que tu me nommes, mais non. Bah, malheureusement, il y avait beaucoup de contenu à l'époque et je regardais pas tout le monde. Mais voilà, donc j'ai suivi beaucoup et ce que j'aimais beaucoup c'était les espèces d'aventures suivies qu'ils faisaient où on les voyait juste tout simplement jouer à Minecraft sans forcément d'objectif, mais juste c'était un moment où tu découvrais le jeu avec eux et tu découvrais leur aventure qui se créait. Et moi, à côté de ça, j'étais fan de Pokémon. Et je me suis dit, ah mais il y a forcément des gens qui font un peu la même chose, mais sur Pokémon. Donc qui prennent un jeu, qui se disent, bah vas-y, je vais y jouer de A à Z en apportant ma personnalité, mon humour, ma petite touche avec les petites astuces, les infos. Et au final, non, en France, personne ne le faisait. Il y avait des contenus allemands, espagnols et anglais, bien entendu. Mais en France, personne ne le faisait, donc je me suis dit, bah en vrai, pourquoi pas essayer. Et j'ai commencé comme ça à faire des let's play. Et puis bah, au fur et à mesure, bah, ça a commencé à pas mal marcher aussi. Vous voulez parler de vos inspirations du coup? Oui, j'en avais pas en fait, du tout. C'est dans le cœur et dans la tête. Bonjour. J'ai une question pour KSCDX et Newtuber. Je voudrais savoir comment vous avez appris les fantômes autour le compteur. Très bonne question. En fait, je ne saurais même pas te dire si les fantômes existent. Ah d'accord. Tu vois, 10 ans plus tard, je n'ai pas la prétention d'ailleurs de réussir jamais à répondre à cette question. Ce que je dis souvent aux gens, je ne pense pas que ce soit un youtubeur qui réussisse à donner une réponse sur la vie après la mort, sur la réalité de l'existence des fantômes. Ce serait quand même un peu gros. Okay. Il y a des scientifiques qui pensent à ça, enfin qui réfléchissent sur cette question depuis des années. Mais j'ai compris l'humour de ta question, enfin je pense que c'était l'humour. Et elle est très... Des fantômes. Après, j'ai parfois filmé, enregistré des choses qu'aujourd'hui encore j'explique pas. Il y a des choses aussi que j'ai vécues, mais comme plein de gens dans leur vie, on se demande, c'est bizarre, j'ai pas l'explication. Voilà. Mais j'aimerais bien avoir un compteur de fantômes. Si c'était aussi simple que Ghostbusters, ce serait énorme. Avec une machine où tu peux les piéger dedans, j'adorerais ça. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Merci. Nous, tu t'offres. Bonjour, salut. J'ai une question simple. C'est quoi ton Pokémon préféré, ton Pokémon de cœur? Il s'appelle Rocabo. C'est un petit chien, un petit chiot de type roche. Et pourquoi? Comment ça se passe? Parce qu'il est mignon et que j'aime bien les chiens. Vraiment, il n'y a pas de... Non, moi je n'aime pas les Pokémon parce qu'ils sont forts, j'aime bien les Pokémon parce qu'ils sont soit stylés, soit mignons. D'accord. Et lui, il est mignon. Et son évolution est stylée. D'accord, ok. Je vous remercie. Bonjour. Bonjour. C'est une question pour vous trois. Quel a été le projet le plus dur ou le plus compliqué à réaliser? Mon clip Undertale. C'est un projet sur 3 ans. C'était 3 ans de galère incommensurable parce que je travaille en solo d'habitude
j'ai pas de production, je connais pas de réalisateur, j'habite pas sur Paris, qui est quand même le nerf de la guerre quand on veut réussir dans ce milieu. Et mon clip Undertale, c'était un projet que je voulais créer en tant que fiction, qui demandait d'énormes moyens en termes de décors, d'effets spéciaux, de dessins animés, parce qu'il y a un dessin animé, et ça coûte très très cher, et moi je suis en solo. Ce clip a été créé sans sponsor. Tout est venu de ma poche et de l'aide incroyable de la part de ma communauté, absolument extraordinaire. C'est grâce à vous que ce clip a vu le jour. Ouais, vous pouvez le dire. C'était extraordinaire. J'en pleurais, j'en ai pleuré des jours entiers, tellement il y a eu de la générosité pour m'aider à monter ce projet. C'est un projet de 3 ans qui a été filmé en 1 an. Et il est disponible toujours sur la chaîne si vous voulez voir. Voilà, je fais la petite publicité, mais c'est un énorme projet. Je pense que c'est le truc dont je suis le plus fière. J'ai découvert ça il y a 3 mois, du coup, parce que tu me l'as fait regarder et j'étais en mode, visuellement c'est très très cool. Si t'as pas vu, je t'invite à... Si t'as vu. T'es en lévitation, tout ça? Ouais, c'est regardé l'intégralité. Il a regardé l'intégralité de ta chaîne hier soir, c'est ça que tu sais, genre. Moi de mon côté, gros projet, je pense que je vais en retenir 2. Le premier, c'est un format qui me tient à cœur depuis que j'ai commencé ma chaîne YouTube, qui s'appelle Pokérace, qui est une course entre 4 joueurs de Pokémon sur un jeu à chaque fois différent, dans laquelle le but c'est d'arriver au terme de 6 ou 8 épisodes le plus loin possible dans l'aventure et d'être devant les autres, en fait, tout simplement. Et il y a un système de points, il y a un système aussi de pénalité, de tout ça, donc c'est assez intéressant. Et il y a 2 ans, j'ai eu la possibilité de le faire en plateau, en public, alors qu'à la base ça a démarré sur Skype avec chacun se filmait dans sa chambre. Donc l'évolution est assez folle, mais par contre je m'étais mis une pression énorme à vouloir que ça rende comme moi je me l'imaginais, parce que moi ce format-là, quand je l'ai imaginé dans ma chambre, mon objectif, c'était qu'un jour on puisse le faire en vrai, en plateau, en public, et j'ai pu le faire. Donc c'était à Montpellier, à l'Occitanie e-sport show, je crois que ça s'appelle comme ça. Montpellier Occitanie. Voilà. Peut-être que vous connaissez, peut-être que vous connaissez pas, mais c'était à Montpellier et c'était très très cool. Et il y avait une équipe de prod qui était là, et c'était un peu comme toi, compliqué pour moi de déléguer des choses, parce que depuis que j'ai commencé, j'ai tout fait tout seul. En fait, quand tu délègues, tu te dis, je donne des clés à quelqu'un qui sait peut-être mieux que moi son métier, mais qui n'a peut-être pas la même vision que moi. Donc c'est assez dur de se positionner là-dedans. Et le deuxième projet, c'est un projet qui est en cours, qui est le Pokémag, qui est un magazine du coup Pokémon en direct, en plateau, qui se veut mensuel, où tous les mois, l'idée c'est avec des chroniqueurs passionnés de Pokémon, on débriefe de l'actualité Pokémon, des dernières sorties, qu'on ait des invités. Là, pour la première édition en juillet, on est le Julien Bardakov, qui est le créateur des noms français des Pokémon. Donc c'est lui qui était allé au Japon à l'époque et qui avait fait toutes les traductions des noms du japonais vers le français. Donc c'était genre super cool de recevoir un invité comme ça. Et l'idée c'est que tous les mois on arrive à essayer d'avoir un invité un petit peu marquant et qui a des trucs à nous raconter sur Pokémon. Donc ça c'est le gros projet du moment versus l'autre d'avant qui était un autre projet gros de ma chaîne. Voilà. Alors moi le projet le plus ambitieux, c'est il y a en 2021 ou 2020, je sais plus, il y a un château vraiment emblématique en France qui s'appelle le château de Vos. Il y a une histoire de fantôme, Lucie, qui déambulerait le soir dans le chemin de ronde du château. Et dans les années 80-90, il y avait eu l'émission Mystère qui passait à la télévision, qui avait vraiment mis un gros coup de projecteur sur cette légende. Et quelques années plus tôt, en fait, France Inter s'était rendu dans ce château. Et il y a une émission de radio qui existe, qu'on peut encore entendre en podcast sur France Inter, qui avait été enregistrée là-bas, et on entend les 5 personnes qui sont dans le chemin de ronde le soir voir soudainement une lumière apparaître, venant de nulle part, traverser le chemin de ronde, et ils suivent cette lumière. Tout d'un coup, il y a un bruit strident, tout est enregistré. C'est très, très étrange, très particulier. Et ce château, à cause de cet élément, ce document sonore, m'a toujours énormément intrigué. Ça faisait des années que je voulais y aller, sauf que le château était en travaux, ne pouvait pas accueillir de public, et ça faisait 4-5 ans que je l'ai sollicité, est-ce que je peux venir? On me disait non, toujours pas. Et ça a pu se faire il y a 1 an et demi. Et là, j'ai donné le maximum de ce que je pouvais pour essayer de comprendre ce qui s'était passé
à cet endroit-là, donc 40 ans plus tôt. Donc je suis rentré en contact avec par exemple, avec le journaliste de France Inter de l'époque, qui aujourd'hui a 80 ans, avec les enfants du propriétaire du château de l'époque. Donc j'ai fait un énorme travail de documentation. J'ai lu tous les livres que je pouvais trouver, toutes les archives que je pouvais trouver. En fait, je suis allé très très loin dans mon envie d'essayer de comprendre pourquoi, déjà si cette légende existe réellement, si ce fantôme a réellement existé ou si c'était une supercherie. Et donc j'ai fait 2 vidéos de 2h30 consacrées qu'à ce château, où j'ai passé un séjour d'1 semaine avec énormément de caméras, plein de micros. Enfin, j'ai vraiment... Ça a été le tournage sur lequel j'ai investi le plus de temps, d'énergie et d'argent. Donc pour moi, c'était le truc le plus ambitieux que j'ai fait sur ma chaîne. Voilà. J'espère que je suis clair dans ce que... Oui, ça va. Bonjour. Je voudrais savoir, alors c'est une question pour Gus, mais pour tout le monde en même temps. Comment vous réagissez et vous gérez les haters? Parce que Gus, je me suis renseigné sur le cas de Jerry, par exemple, qui a été très actif. Donc voilà, je voulais savoir comment vous gérez ça. Alors sur les haters, moi c'est simple, aujourd'hui, ça ne m'atteint plus. Ça ne me touche pas. J'arrive à lire des messages qui m'insultent sans me sentir mal ou mal le vivre. Ce qui n'était pas le cas à une époque, hein. Mais aujourd'hui je m'en fous un peu. Et j'ai mis en place tout un système de modération automatique, des mots-clés, pour que je n'ai pas trop affaire à ça. Mais moi j'ai vraiment mis du temps à comprendre qu'il y a une formule, c'est don't feed the troll, donc ne nourris pas le troll. Et en fait c'est très vrai. C'est-à-dire qu'en fait à partir du moment où tu réponds à quelqu'un, à partir du moment où tu lui donnes de l'importance, les choses ne vont faire que s'envenimer. Le meilleur moyen de bien vivre ce qu'on appelle les haters ou les trolls, c'est simplement de ne pas s'en préoccuper. Et si tu n'es pas une bonne cible pour eux, ils iront ailleurs. Voilà. Donc c'est ma technique aujourd'hui. Mais je le vis très bien. Enfin, aujourd'hui, je suis très bien. Tout va bien. Alors moi, en ce qui me concerne, je ne sais pas si vous avez vu, mais je suis une femme. Ce qui fait qu'on n'a pas le même type de haters. C'est beaucoup plus sur le physique, beaucoup de misogynie aussi, et en particulier quand on est une femme dans le jeu vidéo. Ça a été très compliqué. Moi, pendant les premières années de YouTube, en tout cas, il y a eu des moments où j'étais pas bien. Parce que quand on commence sur YouTube, on est très attaché aux premiers commentaires et c'est tout à fait normal parce que c'est la seule chose qu'on voit. Même si avec le temps c'est un petit peu plus noyé et que les haters sont un peu plus noyés parmi la bienveillance de la communauté. Au début, c'est pas le cas. Et ça nous touche beaucoup. Quand on commence une activité comme YouTube, on essaie un peu d'avoir une sorte de reconnaissance pour déjà se rassurer soi-même sur le fait que ce qu'on produit est correct, est bien et que les gens apprécient. Et les premières années ont été terribles. Je suis tombée sur une armada de haters issus d'un certain site connu, jeuxvideo.com. On a vraiment les mêmes en fait. C'est une fabrique haters en fait, ils viennent de là. Et du coup, c'est vrai que j'avais des posts entiers sur moi. Si je me penchais un peu, j'avais une posture un peu spécifique, il y avait des photos. Si je disais quelque chose mais que je bafouillais, ils me reprenaient. Et c'était terrible. Sauf qu'avec le temps, je me suis endurcie et je me suis créé une petite carapace. Et est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, je ne sais pas, mais j'ai commencé à ne plus voir en fait les haters, outre le fait que maintenant j'ai une armée de modérateurs absolument faramineuse qui m'aide. Et c'est-à-dire que si j'ai un message dégoûtant qui va venir s'insérer dans ma partie commentaire, ça va être supprimé dans les 2 minutes. Et je vois pas. Alors peut-être que j'en ai, peut-être que j'en ai pas, mais au final c'est le plus grand nombre qui gagne et c'est la bienveillance. Donc au final, j'ai bien fait d'être patient, de persévérer. De mon côté, j'ai pas forcément de haters sur YouTube, et j'en ai rarement eu, et ça va plus être sur les autres réseaux sociaux, parce qu'en fait, les haters que je vais avoir ne regardent pas mes vidéos. Les haters, ils sont là, s'ils te voient apparaître dans leur feed Twitter, là, ils vont se rappeler qu'ils t'aiment pas, et là, ils vont vouloir te le rappeler aussi. Donc sur YouTube, moi, j'ai pas de souci à lire les commentaires, et globalement, c'est positif. Mais j'ai pas forcément de haters maintenant. Sur Twitter, ouais. Il y en a pas mal, et c'est vrai que tu as raison avec le truc Don't Feed the Troll. Globalement, moi des fois j'ai envie de répondre, parce que des fois t'es comme ça, tu te lèves le matin, tu vois
vois un hater, tu vois un message et tu te dis vas-y, j'ai envie de le défoncer, lui. Enfin, tu te dis ça. Parce que tu cliques sur son compte Twitter et que tu vois qu'en fait il tweet que de la merde et que du coup en fait il a bien plus de trucs à se reprocher qu'il te reproche à toi. Et donc tu vas te dire vas-y, je vais lui mettre un crochet du gauche et tout machin. Et le problème c'est que derrière en fait tu envenimes les choses parce que t'en as qui vont te reprocher de l'avoir affiché, t'en as qui vont te reprocher de lui avoir répondu, t'as lui qui va ramener ses potes et du coup ils vont être plusieurs à te faire chier. Donc la vraie solution c'est de ne pas répondre à ces gens-là. Et surtout que si tu lui réponds, il va interagir avec toi, donc il va te voir de plus en plus dans son feed à lui et tu vas le voir de plus en plus dans ton feed à toi. Donc en fait, vous faites du mal à vous deux. Donc c'est vrai que la vraie bonne solution c'est de pas répondre, mais c'est pas toujours facile. Et des fois oui, ils peuvent dire des trucs qui peuvent t'affecter, surtout si c'est le premier message que tu vois de la journée, tu vois, tu te réveilles là-dessus, tu parlais du premier commentaire au tout début sur YouTube, mais quand tu te réveilles, tu ouvres Twitter, le premier message c'est un mec qui est vraiment pas sympa avec toi et qui te traite de tous les noms, t'es en mode mauvaise journée. Mais voilà. Bonjour. Alors, j'aurais une question pour Caral et une autre plus petite pour Nutiteuf. Alors déjà, Caral, est-ce que tu comptes faire d'autres musiques, même si c'est beaucoup de travail, etc., d'autres clips? Alors oui, tu veux le spoil? Ouais. Avec moi, oui. Non, Avec ces deux-là. Oui, sur Five Nights at Freddy's. Et d'ailleurs, si vous voulez jouer à Roulet Charlie, le compositeur se balade actuellement dans la convention. Il a les cheveux orange. Voilà. Comme ça, vous pouvez le voir. C'est quoi la musique de Caral? Il l'a dans sa poche d'ailleurs. Donc oui. Voilà, c'est prévu. Et la petite question. Est-ce que c'est oui, Est-ce que comparé aux anciennes générations, est-ce que tu prends encore autant de plaisir sur les nouvelles générations Pokémon quand tu dois faire des let's play dessus, etc. J'ai pas compté le nombre de mots, mais pour moi elle est plus longue que celle de Caral, la question. Non, réellement. T'as vu comme elle est question de taille. Ah, pardon. Alors, est-ce que je prends autant de plaisir sur les nouvelles générations plutôt que sur les anciennes? C'est compliqué parce qu'il y a déjà un facteur principal qui a changé. C'est et j'ai des vannes dans ma tête quand je dis un facteur principal qui a changé, je suis vraiment en mode c'est celui en mode ma rue, bref. Oui, bien sûr, mais des fois on a le même humour un peu aléatoire. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, à l'époque je faisais pas de vidéo quand j'ai découvert les premiers jeux. Donc c'est-à-dire que ma manière de jouer à un jeu Pokémon a changé depuis 2012, puisque à partir de 2012 j'ai commencé à faire des vidéos. Donc déjà j'ai apprécié un jeu pour des raisons différentes. Et aussi, maintenant, je prends en compte le fait de est-ce qu'il est intéressant à commenter pour moi aussi? Est-ce que je vais avoir beaucoup de choses à dire? Ou est-ce que c'est plus un jeu contemplatif dans lequel finalement tu vas prendre du plaisir dans ton lit, mais peut-être beaucoup moins sur une vidéo? Aujourd'hui, je trouve que les jeux, justement, ils vont proposer beaucoup de choses à l'écran, ils sont beaucoup plus fournis visuellement, donc il va se passer beaucoup de choses. Donc je trouve ça que d'un point de vue vidéo, c'est beaucoup plus intéressant que si aujourd'hui je te streamais Pokémon Bleu. Pokémon Bleu, voilà, c'est daté, c'est pixelisé, et les décors sont quand même relativement répétitifs. Donc pour commenter un jeu comme ça, c'est plus compliqué. Et sinon, en termes de génération en elle-même, par contre, je préfère quand même les anciennes générations. Moi, j'ai toujours mon coup de cœur qui est sur Pokémon Emerald et sur Pokémon X et Y, qui sont des générations qui pour moi sont très très cool. Les générations récentes, malheureusement, je trouve que même s'il y a des trucs qui sont très bien, il y a beaucoup de défauts et beaucoup plus qu'il y en avait à l'époque. Voilà. Merci. Bonjour. Ma première question, c'est pour Nutiteuf. J'avais pas eu le temps de la poser à la PopCon 2019. Parmi toutes les générations Pokémon auxquelles tu as joué, quel est ton jeu Pokémon préféré et pourquoi? Du coup, là, j'ai presque répondu. Pokémon Emerald et Pokémon X et Y, mais j'ai pas répondu à pourquoi. Pokémon Emerald, c'est le jeu qui m'a remis à Pokémon. C'est-à-dire que j'ai eu une phase entre Pokémon Or et Argent et entre Pokémon Emerald où j'ai pas joué à Pokémon parce que je suis rentré au collège
et que les a priori des gens faisaient que si tu jouais à Pokémon alors que tu étais au collège, tu étais un gamin. Donc du coup j'avais arrêté d'y jouer et un jour je suis allé chez mes grands-parents et j'avais ma petite cousine qui jouait avec des figurines Pokémon et ces figurines-là étaient des Pokémon que je ne connaissais pas. Et j'étais en mode mais c'est incroyable, ils sont trop beaux, c'est magnifique. Je me dis c'est dans quel jeu? Elle me dit c'est dans les dernières générations. J'étais persuadé que Brazegali était un Pokémon légendaire. Parce que quand j'ai vu la figurine, c'est un coq et tout, avec des flammes. Pour moi, c'était clairement légendaire. Elle m'a dit non, c'est un Pokémon de départ. C'est incroyable. Et donc, je me suis remis à Pokémon Emerald, donc en ayant du coup raté Pokémon Ruby et Saphir, et Pokémon Rouge-Feu et Vert-Feuille, qui était sorti juste avant Emerald. Et donc voilà, et j'y ai rejoué après. Donc Pokémon Emerald, c'est pour ça, c'est parce que le jeu est très complet et qu'il y a plein de choses à faire même après la ligue, avec toute la zone de combat, etc. Très très intéressant. Et Pokémon X et Y, et plus généralement la sixième génération, ouais c'est ça. Et plus généralement la 6e génération, parce que je trouve que c'est ceux qui ont su le mieux exploiter la 3DS. Parce que la 3D elle est correcte, l'histoire elle est cool, et en plus de ça, ça se passe en France. Donc mon petit côté chauvin fait que j'ai aussi beaucoup aimé me balader dans des paysages qui ressemblaient à des paysages que je connais en France. Et j'ai une deuxième question qui est pour vous trois. Si votre version actuelle devait revenir dans le passé, rendre visite à votre version enfant, qu'est-ce que vous diriez? Ah, c'est une bonne question. Quelqu'un a une réponse déjà faite ou... Ouais, vas-y. Investis dans le bitcoin. Que peut-être prendre conscience plus tôt de la responsabilité qu'on a parfois quand même à faire du contenu vidéo et de l'impact que ça peut avoir sur les gens, sur soi-même. Enfin voilà, on a quand même une forme de responsabilité et j'ai pas toujours eu ça en tête. Donc voilà, je pense que je me confierai enfant en espérant que je retienne ça plus tard. Moi je pense que je me dirais arrête de te reposer sur tes acquis et sois audacieux. Parce qu'à un moment, tu n'auras plus la possibilité de le faire. Dans le sens où moi, il y a plein de moments dans mon parcours sur YouTube où j'aurais pu faire des choses et je ne les ai pas faites, soit par peur, soit par envie de garder mon confort, soit parce que tout simplement je pensais ne pas avoir le temps. Et j'aurais peut-être dû les faire parce que c'était le seul moment où je pouvais les faire. L'exemple principal, c'est typiquement Pokémon Go 2016, tout le monde y joue. J'ai fait des vues de malade, j'ai donc gagné énormément d'argent, sauf que sur YouTube, l'argent que tu touches en juillet, tu le touches en septembre. Donc c'est-à-dire que tu as un décalage. Ce qui fait que j'avais pas conscience, j'avais pas vraiment regardé combien j'avais touché. Et j'aurais aimé me faire un voyage au Japon pour aller filmer la hype Pokémon Go au Japon, au cœur, à l'endroit, au berceau de Pokémon. Et c'est un truc que j'ai toujours regretté de ne pas avoir fait. Parce que à ce moment-là, j'étais en mode oui, mais ça marche très bien en France, c'est très cool, on va rester sur ce truc basique. Et j'aurais bien aimé voyager à ce moment-là pour concrétiser un rêve, qui était celui d'aller au Japon, et de deux, pouvoir montrer au public français ce que c'était la hype Pokémon au Japon. Voilà. C'est encore moi. J'ai une autre question, c'est pour tous, d'où viennent vos pseudos? Expliquez-nous l'origine, pourquoi c'est formé comme ça. Alors, moi, enfant, on m'appelait Gus souvent, c'était un peu un pseudonyme, ma soeur m'appelait Gus. Et après, dans les jeux vidéo, les premiers jeux vidéo, il fallait mettre souvent 3 lettres quand tu faisais un score. Donc j'avais mis Gus, G-U-S. Et un peu plus tard, il fallait que je trouve un pseudo un peu plus long, je ne sais plus pour quelle raison. Et donc j'ai rajouté un S à Gus et j'ai mis DX. Et DX, en fait, c'est la première lettre de mon nom de famille et la dernière. Parce que je m'appelle Guillaume Durieux. Donc DX, voilà, tout simplement. J'ai commencé les MMORPG quand j'étais gosse. J'étais toujours une fille, voilà, jusqu'à preuve du contraire, et je voulais pas qu'on sache que j'étais une fille. Et je me suis dit qu'il fallait que je trouve un pseudo qui fasse les deux, sans problème, pour cultiver une certaine intimité et qu'on me laisse tranquille. Donc mon premier pseudo était Caral, et je l'ai gardé jusqu'à présent. Et spoiler, j'ai jamais eu de soucis.
C'est vrai que j'avais pas imaginé, mais oui, carrément, ça peut faire bon. Ça dépend de l'avatar en fait. Ouais, mais. Voilà. Ouais, ça. Ambiguïté à faire. Et à elle, à la fin d'un prénom, en fait, t'as beaucoup de. C'est mixte. C'est mixte, ouais, exactement. Je ne peux pas répondre. Non, pas du tout. Moi, New Stuff, bon bah. Doubleur, Stuff. Voilà, je suis le nouveau doubleur de Stuff, non, c'est faux. Quand j'étais gamin, quand j'avais 5 ans, je regardais beaucoup Canal J, la chaîne de télévision, sur laquelle était diffusé Titeuf. Et Canal J venait de lancer aussi son site internet, sur lequel il était possible de gagner des cadeaux en jouant à des jeux flash et en faisant les meilleurs scores. Pour gagner des cadeaux, il fallait s'inscrire sur le site. Pour s'inscrire sur le site, il fallait mettre un pseudo. Moi, étant fan de Titeuf, j'avais mis Titeuf, et malheureusement, même à cette époque-là, il n'y avait pas énormément de gens sur internet, mais Titeuf était déjà pris. Et j'avais demandé à mon père, j'ai dit, est-ce que c'est pas possible? Il dit, bah oui, c'est déjà pris. Et il m'a dit, mais New Titeuf, parce que mon père avait un pseudo sur internet qui était New quelque chose. Je vous dirai pas quoi, sinon vous allez le stalker. Et donc du coup, il m'a dit, bah mais New Titeuf. Et j'ai gardé ça depuis que j'ai 5 ans. Voilà. C'est une belle histoire. C'est une belle histoire. C'est un côté paternel. Il y a le côté paternel, il y a tout ça, ouais. Il y a l'héritage. Il y a l'héritage, le New, tu vois, ouais. C'est cool. Oui, bonjour, c'est pour Gus, du coup, la question. Bonjour. On est des abonnés de longue date et on voulait savoir c'était quoi, lors de tes enquêtes, l'appareil que tu trouvais le plus efficace. J'espère que tu vas pas dire le téléphone parce que donc ça nous fait très peur. Alors non, en fait, je trouve en fait il n'y a aucun appareil vraiment efficace. Alors j'utilise beaucoup d'équipements, j'essaye des choses, j'expérimente. Et encore aujourd'hui, j'essaie de trouver du matériel qui va me permettre d'avoir des réactions étranges, des choses comme ça. Mais on m'a posé cette question ce matin et je ne saurais pas répondre. Quelqu'un me demandait qu'est-ce que tu me conseillerais d'acheter. Et au final, le plus efficace pour moi, vraiment l'appareil essentiel, c'est la caméra. Au-delà de faire la vidéo, c'est peut-être le matériel qui va te permettre de garder une trace, une preuve ou un élément un peu concret de ce que tu vas vivre ou de ce que tu pourrais, de l'événement auquel tu pourrais te confronter. Donc pour moi, c'est la caméra. Donc c'est pas vraiment un appareil, mais plus efficace. Non, sincèrement, je ne pourrais pas répondre. Je prends un exemple pour discuter avec Caral, qui a vécu quelque chose un peu étrange aussi. On a tous, je pense, une histoire, un moment, et qui a filmé justement ce moment-là. Donc je pense vraiment la caméra, le fait de pouvoir filmer, enregistrer, c'est le matériel le plus essentiel. Est-ce que ça convient à peu près comme réponse? Oui. Ok. Désolé, hein, j'aurais aimé vous dire, voilà, c'est plutôt bien. Voilà. Alors j'ai une question pour vous trois et une spécifiquement pour Gus, juste après. Juste ici. Très mauvaise vue, vous l'avez remarqué. Alors c'est vrai qu'on entend beaucoup parler en ce moment des critiques sur la modération de YouTube. Je voulais savoir si ça vous avait un petit peu impacté et si ça vous obligeait à créer d'une certaine manière vos vidéos. Je vois pas de quoi tu parles, moi. Ah, moi, ça m'impacte absolument pas. Sur de vieilles vidéos où je mettais des musiques qui m'appartenaient pas. Non, en fait, j'arrive pas à cerner ta question. Tu peux préciser, puisque tu parles des changements de la modération? Tu parles de censure. En fait, oui, c'est ça. C'est alors certains youtubeurs qui parlent de censure sur quand il va y avoir des gros mots, quand il va y avoir des choses comme ça, ou aussi quand il y a des musiques qui sont. Oui, voilà, moi j'ai un passé où je faisais des vidéos Minecraft. J'ai beaucoup de vidéos qui ont été démonétisées, mais monétisées pour les ayants droit des musiques, parce que j'utilisais des musiques qui ne m'appartenaient pas. À l'heure d'aujourd'hui, maintenant, parce que je suis musicien, je fais toutes mes musiques, comme ça je ne suis plus embêté. Mais donc ça ne me touche plus, ça ne me touche pas directement. Alors moi, je fais des jeux gore. Moult hémoglobine, entre autres, et YouTube n'aime pas trop ça, l'hémoglobine. Du coup, parfois, je me retrouve avec un petit mail rigolo. Ce jeu n'est pas fait pour les jeunes personnes, peut-être faudrait-il le censurer. Et je me retrouve avec une petite démonétisation et des interdictions moins de 18 ans. Même si c'est flouté. Ça les intéresse pas non plus. Et du coup, effectivement, la question que tu posais étant de savoir si ça nous oblige à changer un petit peu notre façon de travailler. Oui, c'est-à-dire que moi, je suis
dans le sens, hein, quand je tourne une vidéo, je ne m'auto-censure pas si j'ai envie de dire un gros mot, parce que là, tout d'un coup, il y a un streamer qui apparaît à mon écran et je sais que je vais avoir cette espèce d'authenticité. J'ai pas envie de le supprimer et j'ai pas envie de dire oh, crotte de bite. Donc, alors, authenticité de vision, n'est-ce pas crotte de bique, mazette, flûte, champagne. Pardon. Vous voyez, je peux pas. Au début, je censurais et au final, je me suis dit non, c'est moi, tant pis, si ça passe, c'est bien. Si ça casse, autant dire. Écoutez, ça me bouge sans faire trop chez l'autre, quoi. Quitte à rester dans le même domaine. Ouais, c'était très. Je vais le réutiliser, crotte de bite. Je trouve ça très. Elle est royalty, peut-être. Royalty, ça. Non, au niveau des changements par rapport à la monétisation ou par rapport aux règles, de toute façon, il y a constamment des changements sur YouTube et il y en a eu depuis le début. Je pense que Gus vient de la même époque que moi, à l'époque où pour monétiser une vidéo, nous on devait justifier pourquoi on avait le droit de la monétiser. C'est-à-dire que tu devais écrire un texte de 100 caractères pour justifier que tu avais le droit de monétiser ta vidéo. Les vidéos n'étaient pas monétisées à la base. Tu cliquais sur monétiser et ensuite tu disais, et il y avait un mec manuellement chez YouTube qui disait OK. Donc on part quand même de là. Donc moi, t'as vu ? Mais oui, c'est vrai. C'est fou, hein. Et moi, je m'en souviens tout le temps à ça. Moi, je faisais des vidéos sur Minecraft et donc il fallait mettre qu'il y avait. Je faisais des vidéos sur Minecraft, il y avait une phrase type qu'on mettait tous, comme la vidéo sur le jeu Minecraft, nos jambes autorisent, tatati, donc voilà, c'était. C'est fou, le souvenir. Ouais, c'était cette époque-là, et moi j'avais développé des tactiques, et j'avais remarqué que si je faisais les demandes à 2h du matin, c'était quelqu'un de l'équipe US de YouTube qui validait les demandes de monétisation, donc ça avait plus de chances de passer que si je faisais à 18h. Enfin bref, je développais des tactiques pour réussir à monétiser tes vidéos. Bref, on part de là. Je pense qu'aujourd'hui, tous les soucis au niveau du langage, etc., c'est juste qu'ils ont fait une grosse mise à jour sur laquelle ils sont un peu revenus, dans le sens où maintenant c'est plus sur les gros mots, c'est surtout sur le début de la vidéo, il faut faire attention à ne pas dire salut les connards, tu vas voir dans le genre, faut éviter. Mais à part ça, ça va. Maintenant, c'est vrai que les contenus à base de sang, à base de violence et à base de contenus avec des thèmes sensibles, là il va y avoir des démonétisations, mais pour une raison simple, c'est parce que les annonceurs ne veulent pas annoncer sur des contenus polémiques ou des contenus qui pourraient les desservir. Donc, c'est dit desservir. Oui, c'est. Voilà. Donc moi ça m'a pas impacté parce que bon, je fais du contenu Pokémon et j'ai jamais dit un seul gros mot dans mes vidéos ou peut-être une fois un merde ou un putain de temps en temps. Mais sinon non, c'est pas ma cam, donc moi ça m'a pas impacté. Et du coup la question pour Gus maintenant, dans quelle mesure on est obligé de croire au paranormal pour travailler sur le paranormal? Je pense pas qu'il faille y croire. Il faut juste avoir envie d'être un peu surpris dans sa vie. Je pense que moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est que je vais vivre une expérience un peu hors du matérialisme. Je sais pas comment expliquer ça. C'est l'envie d'être un peu surpris, de vivre un truc un peu extravagant, un peu. Voilà. Mais je pense pas que j'y crois profondément. Au contraire, moi, en 10 ans, depuis que j'ai commencé ça, j'ai plutôt appris à décroire. Enfin, j'ai évacué plein de choses auxquelles. Pas que j'y croyais, mais ça faisait partie, c'était des acquis, comme oui, les fantômes existent, des gens ont fait des vidéos là-dessus, il y a des histoires de fantômes. A priori, j'ai pas de raison d'en douter, donc ça existe. Donc moi, j'ai commencé comme ça. Puis petit à petit, je me suis rendu compte qu'on pouvait douter de ce qu'on voyait, de ce qu'on entendait, de ce que je croyais. Mais c'est pas une croyance ferme, tu vois, c'est un peu ce sens commun qu'on a tous sur plein de trucs. Si je te demande si tu crois en Dieu, alors les gens qui y croient absolument, mais cette notion-là, on l'a tous plus ou moins, tu vois, sans y croire vraiment, il y a un pourquoi pas, voilà. Donc on peut s'intéresser au paranormal sans y croire, il faut juste être un peu curieux et puis avoir envie d'être peut-être étonné, tout simplement. Voilà. Alors j'ai une question pour toi, Caral. Ça fait longtemps que je te suis et je sais pas ce qu'on m'a fait parce que j'ai pas vraiment. Est-ce qu'un jour tu vas faire une vidéo où tu regroupes toutes les anciennes références que tu as fait sur certains jeux, notamment Pablo ou des trucs comme ça? Ça fait beaucoup trop.
ça fait beaucoup trop. Moi, je suis sur YouTube depuis 2015. Donc, des références, j'en ai à la belle, j'en fais des choses ça. C'est-à-dire que vous les connaissez mieux que moi, en fait. Mais vraiment. C'est-à-dire, moi, je vais travailler sur une vidéo, je vais passer des semaines, je vais l'envoyer, et puis jamais je la regarde. Ça serait mégalomane, tu te regardes jamais les prochaines vidéos. Et vous les connaissez mieux que moi. Mais ça t'intéresserait, toi, ce genre de projet? Ah oui, mais ça serait nostalgique. Ouais. Ah vraiment, ça serait vraiment nostalgique. Et Pablo, il nous manque. Mais Pablo, il vient bientôt. Hein. Cette année, il y a des Pablo, tu vois, là, il n'y a pas de souci. Mais ça serait super nostalgique. Et puis, des fois, quand on se parle entre abonnés, on se relance des rêves, on est en mode waouh, c'est. Vous m'en balancez, des fois, je me souviens même pas. On a 9 ans, 10 ans, 12 ans, et on me voit, on peut dire que ça. Bon, bah écoute, je vais y songer. Et peut-être que je te donnerai pas, voilà, ça sera mon idée alors. Je vais y songer, mais merci beaucoup. Bonjour, du coup c'est une question pour Carole. Si tu devais jouer à un jeu d'horreur toute ta vie entière, quel jeu ce serait et pourquoi? Alien Isolation. Très grande fan du Xénomorphe, très grande fan de la saga Alien. Beaucoup moins que ce qu'ils ont fait avec Prometheus, mais n'empêche que le jeu est excellent. Je le referai volontiers à l'infini, en mode normal, en hard mode, le DLC, tout ce que tu veux. Parce que le jeu est fidèle au film. Le jeu donne une ambiance très particulière. Et le Xénomorphe est pour moi la meilleure créature qui a été faite au cinéma, la meilleure créature d'horreur. Il n'y a pas mieux que cette. Elle est parfaite. Cette créature est parfaite. Jeu que j'ai fait en stream aussi il y a quelques années et extraordinaire. D'ailleurs, ça fait partie des. Si je demandais à ma communauté sur Twitch quel jeu vous avez préféré en stream avec moi, ils parleraient de celui-là. Ça a été juste énorme. Je sais pas pourquoi. Le jeu était. Enfin, c'était super. L'aventure était géniale. Je me suis permis d'intervenir. Non, mais c'est bien, on partage des passions. Gros point commun. Est-ce qu'il reste des questions? Alors, c'est une question pour tout le monde. Si vous deviez faire un feat avec n'importe qui, ça serait qui, pourquoi et sur quel projet? Tout ce qu'on veut. Alors, j'ai proposé à New Titeuf tout à l'heure de venir faire une enquête paranormale avec moi, parce que je suis sûr que ça pourrait être très drôle. Ça le changerait des Pokémon, il a chassé des Pokémon toute sa vie, voilà, il va essayer les fantômes. Et Karan, je peux le dire, on va peut-être se retrouver en stream sur un jeu, voilà, d'horreur, parce qu'on aime ça tous les deux. Voilà. Mais s'il y avait un feat, genre de Ultime. Ouais, le contexte, le meilleur contexte. Non, ce serait même pas de la vidéo ni en rapport avec le paranormal, ce serait de la musique en fait, parce que je suis musicien et voilà. Mais alors c'est très con. Ce serait même pas un feat, ce serait ne serait-ce que le rencontrer pour en parler un peu avec lui. Moi je suis de la génération années 70-80 et à l'époque j'étais très fan de Jean-Michel Jarre. Je sais sa date et tout, mais j'adorais le rencontrer et pouvoir discuter musique. On a voilà, les synthétiseurs, tout ça. C'est un truc qui me passionne, mais ce serait rien à voir avec les vidéos. Alors moi c'est très simple, Markiplier. Vous connaissez? Ouais, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un youtubeur américain avec un charisme à tomber. Et sur une vidéo Five Nights at Freddy's, j'aurais tellement envie de l'inviter sur mon futur clip. Vraiment, ça aurait été incroyable. J'aurais eu un rôle tout pour lui. Peut-être. C'est dur. En fait, moi, j'ai jamais été vraiment fan d'autres youtubeurs, tu vois, genre ultra fan, non. Et juste, j'avais envoyé un mail à Biloulette pour faire un feat avec elle et elle m'avait répondu « Merci pour ta fidélité, bisous, à tout à l'heure ». J'étais trop content qu'elle ait répondu, tu vois, j'ai dit « Ah, elle a pas dû voir la deuxième partie du message ». Alors que bon, maintenant que je suis youtubeur, je sais qu'elle avait vu la deuxième partie du message. Mais sinon, non, en vrai, moi ça va pas avoir forcément de rapport avec YouTube. Moi j'ai fait des feats avec Bigoulette. Hein. Ouais, bah écoute, t'as de la chance. Mais moi c'est. Non, ce serait peut-être plus. Moi ce serait plus des feats ou du moins des trucs en télé.
J'aime beaucoup Camille Combal, l'animateur, et j'aimerais bien le rencontrer au détour d'une émission ou tout simplement le rencontrer. C'est un peu comme toi, tu vas genre discuter et tout. Parce que. Non. Avant Camille Combal, il y a Nikos. Nikos, c'est le taulier du direct. Moi, je suis fan de la Star Academy à la base et Nikos me suit sur Twitter. Il suit tout sur Twitter. Mais il me suit sur Twitter. Mais voilà, et j'aime beaucoup cette personne. Je trouve qu'il a apporté beaucoup au paysage audiovisuel français, surtout sur le direct et surtout sur la variété française qu'on a eu en prime pendant des années à la télé. Et j'aimerais bien rencontrer Nikos comme ça un jour. Peut-être faire un stream où on react à la Starac ensemble, ce serait génial. Et du coup, j'ai une dernière question, ce serait quoi votre plus grand rêve en rapport avec YouTube? Cette fois, on est obligé d'être sur YouTube, quoi. Non, pas forcément votre plus grand rêve, mais sur YouTube. Sur YouTube ou autre. Sur YouTube, j'aimerais bien quand même avoir les 1 million d'abonnés avant d'être vieille. Moi, je pense que c'est juste. Ce serait juste me dire que quand je serai mort, les gens se rappellent de moi pour quelque chose. Genre une vidéo que j'ai faite ou un contenu que j'ai pu faire. Alors, peut-être pas forcément sur YouTube, mais voilà, j'aimerais bien me dire d'avoir fait un truc positif dont les gens se rappellent une fois que toi t'es plus là. Voilà. Et moi, j'ai un peu le même. J'ai un peu le même. En fait, moi, j'ai eu la malchance de vivre un gros drama il y a quelques années. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, en fait, on retient souvent le point négatif, l'erreur, plus que toutes les belles et bonnes choses qu'on peut faire quand on est comme ça une personne un peu publique ou autre. Et j'aimerais beaucoup, peut-être à la fin de ma vie, qu'on se rappelle de moi plus pour la quantité de bonnes choses ou de belles choses que j'ai créées, que j'ai faites, et tout le plaisir et le bonheur et le divertissement, les heures de visionnage intéressants que j'ai proposées aux gens, plus que pour la fois où j'ai déconné. Voilà, en gros, c'est un petit peu mon rêve, c'est ça, c'est qu'on retienne le meilleur de moi et pas forcément les rares mauvaises choses. Voilà. Allez, une dernière question juste avant le mot de la fin, parce qu'à 14h commence la conférence suivante. Alors, juste une petite question pour Carole. C'est lequel de jeu vidéo tu as le plus peur? Outlast, premier du nom. C'est aussi la première vidéo que j'ai postée sur ma chaîne en 2015. Et j'avais terminé en live sur Twitch. Et je crois que c'était la pire expérience de ma vie, ce jeu. Parce que quand je fais des lives horreur, vous participez aussi avec moi. Vous avez cette espèce de petite option qui vous permet de faire des cris quand vous voulez, sur mon écran, que je reçois dans mon casque. Et non, c'est pas drôle. C'est pas moi. Et c'est pour ça que ça a été la pire expérience de ma vie. Peut-être répondre à ça, peut-être pas. Quel est ton jeu, toi? Ton pire jeu d'horreur? C'est un jeu VR. Phasmophobia en VR. Quand Phasmophobia est sorti, je ne savais pas vraiment trop ce que c'était et j'avais pas vu que c'était un jeu multijoueur. Moi j'ai juste vu que c'était un jeu VR parce que j'adore ça, la VR. J'avais mon casque et tout, je commence en solo, je rentre dans la maison et là j'étais en immersion. J'avais l'impression d'être dans ce que je vis déjà quand je fais mes tournages, mais puissance 1000, puisque là on a un fantôme, il y a vraiment des choses très concrètes qui se passent et des ambiances sonores. Moi, quand je fais mes tournages, j'ai pas la musique, j'ai pas le bruit qui m'accompagne et qu'on entend ensuite dans la vidéo, puisque ça, je le rajoute au montage. Mais là, il y a toute cette ambiance sonore, tout ce truc, et Phasmophobia en VR m'avait détruit la santé. Donc voilà, c'est pour moi ce jeu-là, en exemple. Moi, j'ai pas joué à énormément de jeux d'horreur, mais celui qui m'a le plus fait flipper, c'était Zombie U, qui était sorti sur Wii U, parce que le concept était assez fou. En gros, si vous ne vous souvenez pas, la Wii U, on avait l'écran de télé, mais on avait aussi la tablette, qui était aussi la manette, sur laquelle il y avait des choses. Et en fait, dans Zombie U, il faut savoir que tout l'inventaire, par exemple, des objets qu'on utilisait, était sur l'écran de la tablette. À chaque fois qu'il fallait taper un code sur une porte, c'était sur la tablette. Des fois, il y avait des actions à faire sur la tablette. Ce qui faisait qu'à tout moment, un zombie pouvait popper sur l'écran,
alors que toi, tu étais en train de trifouiller des trucs sur ta tablette. Et ce côté vraiment, oh voilà, faut que je fasse le code, mais il faut que je le fasse très vite parce qu'il peut y avoir un zombie qui arrive, ça m'a vraiment fait flipper et plusieurs fois je me suis fait avoir. Et là, ouais, tu flippes pas mal. Ben, c'est bon, c'est... Oui, c'est bon. Merci beaucoup à tous les trois. Merci beaucoup. On se retrouve en dédicace tout l'après-midi. Et puis un plaisir en tout cas.